7h10, c'est l'heure de l'accueillir lundi et les jeudis sur nos ondes. C'est un grand plaisir de toujours le retrouver. Il a toujours de bonnes réflexions, mesdames et messieurs. L'avocat, Maître Frédéric Bérard. Comment allez-vous, Maître? Salut, Michel. Ben oui, ça va? Tu as eu un bon week-end? Ah, très bon week-end. Vraiment, là, j'ai eu du plaisir et surtout vendredi soir. Un souper chez des amis bien arrosé et puis un très bon souper, une très belle rencontre. Et samedi, ben le match de football du Rouge et Noir. Ouf, pas un gros spectacle sur le terrain, mais juste de retourner à l'intérieur d'un stade, voir du monde, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ben oui, hein, mais on m'a dit que vous avez eu quoi de la pluie au troisième quart. Oui, ça a pas été évident, mais moi, j'étais l'invité de l'ambassadeur de l'équipe, Jean-Guy Gourlay, et là, j'étais comme dans une loge, toutes dépenses payées, soit dit en passant. Oh, là, écoute, où tu rejoins très clairement, c'est qu'on l'a déjà un petit peu oublié, mais pendant un an, là, on a été ni plus ni moins confinés. Là, fait que tout ce que tu viens de me dire là, de ce que tu as fait ce week-end, c'est toutes des choses qui étaient mathématiquement impossibles à faire. Là. Il y a ça, que 6 mois, peut-être 8 mois, même pas. Je suis pas fier de dire, Frédéric, que vendredi soir, là, vers les petites heures, je dansais sur un patio sur le bord de la rivière, moi, là. Comment ça, t'es pas fier de le dire? Au contraire, c'est une grande réalisation, mon ami. C'était pas nécessairement élégant, mais c'était ça. Moi, je m'achète un patio. Ça va me faire plaisir d'aller danser chez vous, c'est sûr. Écoute, tu recommences. OK, réflexion sur comment on éduque nos jeunes en ce début d'année scolaire. C'est drôle, je vais parler avec la présidente du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais tout de suite après ton intervention. Ben, écoute, comment je te dirais, moi, j'ai beaucoup de respect pour les profs primaires, secondaires. C'est des jobs qui sont difficiles. Ce sont des profs qui sont très essentiellement dévoués, travaillent fort, pas facile. Moi, j'enseigne, je suis dans la cour de l'Université de Montréal au moment où je te parle. J'enseigne à la fac de droit. C'est autre chose. Comment je te dirais, c'est beaucoup plus facile d'enseigner, à mon sens, à l'université qu'à ces niveaux-là. Parce qu'ils ont de la psychologie à faire, ils ont du maternage. Bon, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, là, tu sais ça comme moi. Par contre, moi, parce que quand on a parlé de ça hier avec Olivier Charbonneau, qui est recherchiste, m'a soulevé la réflexion, comment tu vois ça, l'éducation au Québec de manière un peu large. Et puis, j'ai passé une partie de la soirée à y réfléchir, puis je veux vraiment pas avoir l'air moralisateur pour 2 sous, parce que c'est pas mon genre, puis 2, parce que je suis pas équipé pour faire ça non plus. Mais est-ce qu'on accorde une importance suffisante à l'éducation au Québec? Au-delà là, du travail que font les profs là, auquel je lève mon chapeau encore. Est-ce que socialement parlant, on a décidé que l'éducation, tu sais, on entend souvent ça dans les campagnes électorales, c'est une priorité, c'est ça. C'est vraiment une priorité. Il y a combien d'écoles au Québec qui sont en décrépitude? On a combien d'écoles, juste sur l'île de Montréal, là, d'où je te parle en ce moment, qui ont des problèmes de champignons, de moisissures, de ventilation? Hey, c'est pas drôle, en pleine pandémie, la seule solution que souhaitait apporter le valeureux ministre Robert, c'est ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres. Oui. Je veux dire, attends une minute, là. Ouvrir les fenêtres au mois de janvier, en pleine pandémie, parce qu'on est trop cheap pour avoir des systèmes de ventilation qui ont un minimum de bon sens. Puis là, ça parle juste d'infrastructure. Mais laissons ça de côté. Parlons d'éducation au sens fort du terme. Puis encore là, je répète, je ne vise pas les profs, au contraire. Je vise plutôt peut-être les programmes. Est-ce qu'on amène les étudiants, les étudiantes, les élèves à se dépasser? Est-ce qu'on les amène à réfléchir par eux-mêmes, par ces programmes-là? Tu vois, il y a un grand philosophe, en tout cas moi, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle Henry David Thoreau, qui est un Américain qui est décédé, ça fait très longtemps, là, ce que je te dis là, c'est le 19e siècle, qui, lui, avait étudié à Harvard. C'est un génie, gars, vraiment, un bright. Et lui, il regarde la société dans laquelle il vivait, puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, ça me tente plus de vivre ici. Fait qu'il a pris ses cossins, puis il est allé se gosser une cabane dans le bois, proche d'un marais. Il a écrit des petits bouquins absolument fantastiques. Je t'en recommande un, d'ailleurs, qui s'appelle « Je vivais seul dans les bois ». Ça, c'est considéré comme étant un des maîtres à penser de la désobéissance civile dans le bon sens du terme. C'est pas dans le sens de l'anarchie sauvage, pas dans le sens de la violence, au contraire. Dans le sens de moi, ça fait plus mon affaire, je décroche. Gandhi s'en est inspiré. Ça te donne une idée. Martin Luther King aussi. Et Thoreau
il était quand même avait gardé un certain contact avec certains de ses anciens amis, encore de ses amis qui étaient profs. Et ces profs-là lui envoyaient, ces profs-là leur envoyaient à leurs élèves. Vous allez aller avec le prof Toro dans le bois. Puis là, ils te leur payaient une sacrée raide, là. Mais vraiment, là, vous allez gosser un canot. Là, vous allez pêcher du poisson. Là, vous allez faire un feu. Là, et surtout, une fois que tous les trucs matériels étaient réglés, ils disent là, vous allez réfléchir par vous-même. Qu'est-ce qu'il y a de l'allure, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure dans cette société-là? Et là, les petits culs, écoute, ils avaient, je sais pas, le 8, 10, 12, 15 ans. Ils revenaient dans la civilisation, c'est au Massachusetts, donc dans le coin de Boston. Puis là, ils disaient, wow! Et toute leur vie changeait systématiquement. Il y en a qui ont écrit des livres là-dessus. Alors, pourquoi je te fais un parallèle avec Toro? C'est, est-ce qu'on n'est pas, puis aussi au Québec, mais c'est pas mal partout ailleurs, là, est-ce qu'on apprend à nos jeunes à réfléchir par eux-mêmes ou on leur dit, regarde, le carcan, c'est ça, puis on suit le carcan, puis ça finit là? Moi, j'ai l'impression que c'est la deuxième option, puis je suis pas sûr que c'est si payant que ça au final. Évidemment, il faut apprendre le français, les maths et tout ça, ça va, c'est des trucs de base. Mais est-ce qu'on leur apprend à développer cette pensée critique-là? Peut-être pas en première année, mais au secondaire, par exemple. Est-ce qu'on leur apprend ça? Tu sais qu'au Danemark, on apprend aux étudiants, on leur donne des cours d'empathie. C'est fou pareil, hein? Hey, c'est malade. Est-ce que ça existe encore de l'empathie dans notre société? Oui. Est-ce qu'il y en a assez? Moi, je pense que non. Mais il y a des cours d'empathie. On leur enseigne de se mettre dans la position de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a vécu? Écoute, puis la première fois que j'ai vu ça, je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, oui, quand même, comment tu peux enseigner ça, l'empathie? Mais quand tu y penses, pourquoi pas? Puis est-ce que c'est pas justement à ces âges-là qu'on peut apprendre justement qui est l'autre, quel est l'autre, d'où il vient, d'où il sort, pourquoi il a souffert de cette manière-là, pourquoi toi, bon, bref. Ça me fait penser aussi, puis ça se rejoint dans un sens, tu te rappelles la fameuse boutade de John Lennon, qui, évidemment, Lennon, c'est un Britannique, puis un de ses profs, je ne sais pas, il avait quel âge, peut-être 8-10 ans, il dit, toi, John, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, moi, il dit, je veux être heureux. Elle dit, non, elle dit, t'as pas compris la question, là. Il dit, non, madame, c'est vous qui n'avez pas compris le sens de la vie. Wow! C'est pas pire, ça. Oui, c'est une bonne réflexion, effectivement. Tu sais, je te garage ça un peu tout croche, puis c'est un peu le show du coq à l'âne en partie, mais il y a un dénominateur commun. C'est est-ce que l'éducation ne s'est pas éloignée de sa mission première? T'sais, on vise l'instruction. L'instruction et l'éducation, c'est pas la même chose. On vise beaucoup l'instruction, c'est-à-dire apprendre des gugus, apprendre des formules, des ci, des ça. C'est correct, ça le prend. Je ne dis pas qu'il faut mettre l'âge là-dedans, évidemment pas. Mais si tu apprends à ces étudiants, ces étudiantes-là, la pensée critique, comment réaliser leur vie, comment prendre des distances par rapport à des comportements sociaux, par exemple, qui peuvent être néfastes. Tu sais, on le voit avec la pandémie actuellement, Michel. Je m'en allais te dire exactement ça. Oui, je m'en allais directement là. Je me disais, surtout après la pandémie, là, l'importance d'être capable d'avoir un jugement critique au détriment de l'instruction. Mais on est tellement en retard dans l'instruction avec ce qu'on a fait au cours de la dernière année et demie que peut-être qu'on n'aura pas le temps de permettre aux jeunes de réfléchir. Ben ça, je suis obligé de te donner raison. C'est la faiblesse patente là, de ma proposition, je peux dire ça comme ça, entre gros guillemets. Parce que d'un point de vue instruction, peut-être qu'on devrait donner un coup de pouce, mais peut-être un coup de marteau sur la question de la science. Tu sais, si on savait un petit peu mieux c'était quoi, le croire à la science. En fait, c'est même pas une croyance, la science, c'est un fait. Je disais quand même que tu ne veux pas croire que utiliser, relater la science. Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on le fait suffisamment? Je ne sais pas. Puis ce que je sais aussi, puis encore là, je ne lance pas de roche à personne, mais il y a pratiquement 50% de Québécois qui sont considérés comme analphabètes fonctionnels. Les rapports les plus optimistes disent c'est plus 28-30. Il y en a d'autres qui disent 48-49. Dans tous les cas, mais aller à 28-30, si tu veux, là, ça reste une sacrée catastrophe. C'est-à-dire qu'un Québécois sur 3, pratiquement, est incapable de comprendre l'idée d'un texte relativement simple. Il est capable d'écrire son nom, il est capable de lire ce qui est écrit sa pancarte,
Mais dégager l'idée d'un texte relativement simple, ça, il en est incapable. Donc, est-ce que comme société, là, on parle juste d'instruction, est-ce qu'on a été capable de réaliser nos objectifs de la Révolution tranquille? Parce que ça remonte à loin, là, tout ça. Mais clairement, moi, je dis, si on est 1 sur 3, encore pire, 1 sur 2, je pense que clairement, c'est une catastrophe. Donc, est-ce qu'il est le temps de réfléchir à réformer à la fois nos méthodes d'enseignement sur l'instruction et peut-être encore plus sur l'éducation, parce que je pense que ça peut aller ensemble? Moi, je te dirais que oui. Très Clairement intéressant, vraiment très intéressant. Encore une fois, maudite bonne réflexion sur notre société. On n'aura pas le temps de parler des élections fédérales. On se garde ça un bloc jeudi pour faire un bilan là-dessus, Fred? Écoute, ça va être parfait. Puis d'ailleurs, on va voir si Justin va continuer de stresser avec la montée des conservateurs. Que ça va pas bien. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve jeudi sans faute. Salut tout le monde. Salut Michel. Bonne journée. Bye-bye. Wow. Frédéric Bérard, toujours aussi profond, toujours aussi intéressant. Vous venez d'entendre une bonne réflexion sur la façon qu'on éduque et qu'on instruit les enfants. Parlant d'instruction, après les manchettes, la présidente du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Mme Suzanne Tremblay, sera avec nous.